Salut à tout le monde, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits et permissions sous Linux. Alors, Linux a été conçu au départ pour être un système multitâche. Cela veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur le système en même temps. Cela peut causer des problèmes d'accès. Alors, pour éviter des problèmes de violation d'autorisation d'accès, il est nécessaire de sécuriser un tel système. Okay. Alors, sous Linux, chaque fichier ou répertoire appartient à un utilisateur et à un groupe spécifique. On parle de deux propriétaires. On va le voir dans le démon. Cependant, les droits d'accès à un fichier ou répertoire sont définis séparément. Vous avez les droits d'accès du propriétaire. Le propriétaire, c'est l'utilisateur qui a créé le fichier ou l'utilisateur que le root a désigné comme le propriétaire du fichier. Vous avez les droits d'accès du groupe. Le groupe, en général, représente le groupe primaire du propriétaire, mais peut être un groupe quelconque. Okay. Vous avez les autres. Les autres, c'est tous les autres utilisateurs sur le système qui ne font pas partie du groupe du propriétaire. Okay. Sous Linux, on a 4 différents types de droits. Vous avez le droit de lire, noté par R, qui vous donne le droit de lire le contenu du fichier, mais aussi de pouvoir copier le fichier. Vous avez le droit d'écrire, qu'on appelle tout simplement en anglais write, noté par W, qui représente le droit de modifier le fichier, mais aussi de le supprimer. Vous avez le droit d'exécution, noté par X, qui vous permet d'exécuter un fichier si ce dernier est un script ou un programme. Alors, pour voir les attributs des fichiers et des répertoires, on utilise la commande ls-l. Donc, si je fais ls-l ici, ça me permet d'afficher les fichiers et les répertoires au format long. Ça me permet aussi de voir les différents attributs de ces fichiers et répertoires que j'ai ici en local. Alors, généralement, le premier caractère, en fait, ici, représente le type de l'objet. Tout ce qui commence par un tiret est un fichier. Et tout ce qui commence par un D, c'est ce qu'on appelle en anglais directory. Et ça, c'est un répertoire. Et soit L qui veut dire tout simplement que c'est un lien. Okay? Alors, vous pouvez avoir d'autres types d'objets tels que les blocs device, etc. qui peuvent commencer par B, etc. Okay? Alors, ensuite, vous avez les permissions sur ces fichiers-là. Donc, le bloc que vous voyez ici, c'est le bloc des permissions sur ce fichier. On va le voir. Les permissions sont structurées ou divisées ou séparées en 3 parties. Okay. Vous avez ensuite le nombre total de liens vers ce fichier. Ensuite, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le propriétaire du fichier. Ce fichier a été créé par l'utilisateur Eugène. C'est lui le propriétaire. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle le groupe du propriétaire. Okay. Le groupe du propriétaire, ici, dans ce cas, ça représente quoi? Le groupe primaire de l'utilisateur. Okay. Ensuite, vous avez la taille du fichier en octet. Ensuite, la dernière date de modification du fichier, l'heure à laquelle le fichier a été modifié, et ensuite le nom du fichier. Alors, examinons la structure des permissions. Vous avez vu, ici, on a dit tout simplement que les droits d'accès sur un fichier donné sont séparés en 3 blocs. Vous avez le droit d'accès du propriétaire. Ici, le premier bloc, read, write et X, c'est pour dire le propriétaire a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter le fichier. Le deuxième bloc représente le bloc de les droits d'accès du groupe. Donc ici, c'est le groupe DevOps. Donc, tout membre du groupe DevOps a le droit de lire et d'écrire sur ce fichier. Et les autres, comme on a dit, les autres, c'est tous ceux qui ne sont pas dans le groupe DevOps. Ceux-là, ils ont seulement le droit de lire. OK? Alors, regardons ce cas ici. Ici, dans ce cas, vous avez le propriétaire qui n'a aucune permission sur le fichier. Donc ici, le propriétaire, c'est Eugène. Aucune permission. Par contre, le groupe a le droit de lire et d'écrire et d'exécuter. Les autres, ils ont le droit de lire et d'exécuter. Alors, quand vous n'avez pas, par exemple, le droit de lire, vous ne pouvez pas visualiser le contenu du fichier. Par exemple, si j'essaie de visualiser le contenu du fichier en utilisant la commande telle que ls, j'obtiens un accès deny, pour dire tout simplement que je n'ai pas le droit de lire. Alors, pour pouvoir lire, vous devez avoir la permission de lecture. Okay? Alors, par exemple, ici, sur ce fichier, j'ai le droit de modification. Donc, ici, vous avez le droit de lire et d'écrire pour le propriétaire. Pardon, droit de lire et d'écrire pour le propriétaire, le droit de lire pour le groupe et le droit de lire pour les autres. Donc ici, le propriétaire, c'est Eugène et le groupe du propriétaire, c'est Eugène encore. Okay, je peux à ce moment visualiser le contenu. Comme vous le voyez, je peux voir le contenu parce que j'ai le droit de lire. Je peux le modifier parce que tout simplement, j'ai le droit d'écriture sur le fichier. Donc je peux taper quelque chose comme ça et l'envoyer. D'accord, tout simplement dans ce fichier regex. Comme vous le voyez, je peux le modifier. Ok. La permission d'exécution sur les fichiers, par exemple ici, ça c'est un script. Ok, celui-là, script. Et comme vous le voyez, la permission d'exécution a été accordée au propriétaire. Read, write, X. Par contre, le groupe n'a pas de permission d'exécution. Le tiret ici
à la place de X montre tout simplement que le groupe n'a aucun droit d'exécution, les autres n'ont aucun droit d'exécution. Par contre, le propriétaire a le droit d'exécution. Alors pour exécuter un tel script, il suffit de taper // suivi du nom du script. Ici, ce script doit avoir un paramètre qui est le fichier qu'il doit recevoir. Par exemple, ici, je dois passer etc password comme argument à ce script. Comme vous le voyez, j'ai pu l'exécuter. Alors, si vous n'avez pas le droit d'exécution sur un script, vous ne pouvez pas l'exécuter. Et par exemple, celui-là, je ne peux pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'exécution. Et même d'essayer de l'exécuter ici, c'est un non-sens, puisque en fait, ce fichier en tant que tel n'est pas un script ou n'est pas un programme. Ok? Alors, regardons comment l'effet des permissions sur les répertoires. Ok, donc ici, si je liste, par exemple ici, j'ai un répertoire qui s'appelle docs. Ici, le propriétaire a seulement le droit de lire et d'exécuter. Le groupe de propriétaires a le droit de lire et exécuter. Et les autres ont aussi le droit de lire et exécuter. Comme vous voyez, par exemple ici, je peux accéder à ce répertoire, lister son contenu, mais par contre, je ne peux pas modifier le contenu. Alors, regardons ce qu'on a dans docs. Ok, si je liste le contenu de docs, j'ai des fichiers ici, par exemple ce fichier-là, test file, appartient au root et au groupe DevOps. Ok, le root a le droit de lire et de modifier, le groupe DevOps a le droit de lire et de modifier le fichier. Et comme je fais partie du groupe DevOps, comme vous le voyez, si je fais groupe ici, il me donne la liste des groupes auxquels j'appartiens. J'appartiens au groupe DevOps, par conséquent, ça me donne le droit de lire et de modifier ce fichier. Ok, donc comme vous le voyez, par exemple, ici, je peux modifier le fichier. Faire hello world, ok, et le rediriger dans testfile.txt, ok, et c'est no such file or directory, hello world, c'est pas 4, c'est echo, je vais faire seulement echo, ok. Comme vous le voyez, j'ai pu rediriger quelque chose dans ce fichier parce que j'ai le droit de le modifier. Alors regardons si je peux le supprimer ici. Alors si j'essaie de le supprimer, ce fichier testfile.txt, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens une permission deny. Pourtant, j'ai le droit d'écriture sur ce fichier. Normalement, ça devait me donner le droit de le supprimer. Alors, la raison, c'est tout simple. Quand vous regardez ici la permission sur le répertoire docs, ok, sur la permission sur le répertoire docs, vous voyez tout simplement que l'utilisateur Eugène ici n'a pas le droit de modifier le contenu de ce fichier puisque je n'ai pas le droit d'écriture. Donc, même si j'ai tout le droit sur ce fichier, je ne pourrais pas le supprimer. Parce que le supprimer, voudrait dire que j'ai modifié le contenu de ce répertoire. OK? Par contre, si je m'ajoute à moi-même, par exemple, ici, la permission d'écriture sur le répertoire docs, cela me permettrait de pouvoir supprimer le fichier. Par exemple, ici, je vais dire U+W. On reviendra sur la commande pour changer les permissions sur les fichiers et les répertoires. Maintenant, si je vais dans docs, OK? À nouveau, donc je peux à ce moment-là, puisque maintenant j'ai le droit de modification sur le répertoire, ça me permet ainsi donc de supprimer ce fichier, comme vous pouvez le noter, j'ai pu le supprimer. Alors notez tout simplement que les droits du répertoire, les droits d'accès sur le répertoire par an influencent votre accès ou va avoir un effet restrictif sur ce que vous pouvez faire à l'intérieur, par exemple, du répertoire. Alors, une des choses qu'il faut noter, c'est que, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas la permission d'exécution sur un répertoire, vous ne pouvez pas CD dans le répertoire. Regardons docs. Okay? Si on regarde la permission sur docs, on voit très bien qu'il y a une permission d'exécution pour tout le monde. Par défaut, Linux, quand vous créez un répertoire, il donne la permission d'exécution sur le répertoire. Alors, sans la permission d'exécution, vous ne pouvez pas CD dans le répertoire. Regardons par exemple ici, si je me retire à moi-même la permission d'exécution sur docs, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on affiche à nouveau la permission sur docs, on voit très bien que l'utilisateur Eugène ici n'a pas l'accès, il n'a pas le droit d'exécution sur ce répertoire. Par contre, là, si j'essaie de faire CD docs, vous allez voir tout simplement que le système va catégoriquement refuser pour dire que permission deny. Parce que je n'ai pas la permission d'exécution sur le répertoire, donc je ne peux pas CD sur ce répertoire. C'est ce qu'on appelle le cross. So, la permission d'exécution permet de cross le répertoire, de faire CD, d'accéder à ce répertoire. Ok, donc je vais remettre la permission d'exécution pour me permettre en fait d'accéder au répertoire. Je peux maintenant faire CD docs. Une des choses, c'est que si vous n'avez pas la permission de lecture sur un répertoire, vous ne pouvez pas lister le contenu. La raison pour laquelle je peux lister le contenu de ce répertoire, c'est parce que j'ai la permission de lecture sur le répertoire. Si je me retire à moi-même, par exemple ici, la permission de lecture, remove le R, pour dire la permission de lecture sur le répertoire docs. Donc, vous pouvez le noter.
Si je liste à nouveau les attributs de docs, vous voyez que je n'ai plus la permission de lecture. Alors, voyons voir si je peux encore lister le contenu de docs. Si j'essaie de lister le contenu du docs, j'obtiens tout de suite en fait une permission denied. Alors, comprenez une chose, c'est que quand il s'agit d'un répertoire, pour pouvoir lister le contenu, il faut avoir au moins la permission de lecture sur le répertoire, mais pour accéder au répertoire, ce qu'on appelle en anglais cross le répertoire, il faut la permission d'exécution. Ok, je vais remettre la permission. Alors regardons comment on peut changer les permissions sur les fichiers sous Linux. Pour changer les permissions sur les fichiers sous Linux, et sur les répertoires, on utilise la commande chmod. La commande chmod est la commande qui est utilisée pour changer. Chaque droit d'accès a un poids. C'est par exemple ici, le read, la permission de lecture, a le poids de 4. Donc ça, c'est des trucs qui viennent d'origine des opérations binaires. Alors le 4 a la valeur, le droit de lecture a la valeur 4, le droit d'écriture a la valeur 2, le droit d'exécution a la valeur 1 dans le mode octal. Ce qui fait que par exemple ici, si je veux attribuer la permission de lire et d'écrire au propriétaire, à ce moment, ça va faire quoi? Droit de lire et d'écriture pour le propriétaire, ça va faire 4 plus 2, ce qui donne par exemple ici pour le premier bloc, qui représente les droits d'accès du propriétaire, ça va faire 6. Et si je veux donner seulement le droit de lire au groupe, en ce moment le poids ça va être 4, 4 seulement, et 4 pour le reste si je veux donner seulement le droit de lire aux autres. Ok, ça c'est un exemple. Un autre exemple ici, par exemple, dans ce cas, si je veux donner le droit de lire et d'écrire pour le propriétaire, donc ça fait 4 plus 2, 6 pour le propriétaire. Je veux seulement donner le droit de lire au groupe, à ce moment ça va faire 4. Et si je veux donner aucun droit aux autres, je mets seulement la valeur 0. Ok. Alors regardons comment tout cela fonctionne. Alors ici, on va lister le contenu du répertoire local. Par exemple ici, sur le fichier Eugène, je n'ai aucun droit. Alors la première des choses qu'il faut comprendre, c'est d'abord que l'utilisateur, le propriétaire du fichier peut changer la permission sur le fichier. Sous Linux, seul le propriétaire et le root peuvent changer les propriétés. Si vous êtes propriétaire d'un fichier, vous pouvez changer les permissions sur ce fichier. Par contre, le root est le seul utilisateur qui peut changer les permissions sur des fichiers qui ne lui appartiennent pas. Cela veut dire que le root a le droit de changer les permissions de n'importe quel fichier sur le système. Ok, donc ici, je suis le propriétaire de ce fichier, donc ça me donne le droit de pouvoir changer les permissions. Donc pour changer les permissions, j'utilise la commande chmod. Je voudrais faire en sorte que le propriétaire ait le droit de lire et d'écrire, le groupe ait le droit de lire seulement, et les autres, qu'ils vont avoir le droit seulement de lire. Dans ce cas, droit de lire et écrire, c'est 4 plus 2, ça fait 6 pour le propriétaire. Droit de lire pour le groupe seulement, c'est 4. Et droit de lire seulement pour les autres 4, suivi du nom du fichier. Voilà comment je peux changer la permission sur ce fichier. Alors regardons à nouveau les attributs du fichier. Comme vous voyez, ça a changé. Maintenant, le propriétaire a le droit de lire, read W, écrire, read, et read pour les autres. Ok. Par exemple, ici, sur ce script, par exemple, je peux vouloir dire, je voudrais seulement que le propriétaire seul ait le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Le groupe aussi doit avoir le droit de lire et d'exécuter. Par contre, le reste ne doit pas avoir accès. À ce moment, je vais faire chmod. Droit de lire, c'est 4, plus le droit d'écriture plus 2. Et le droit d'exécution, c'est 1. Donc le total, ça fait 7. 7 pour le propriétaire. Ensuite, un autre 7 pour le groupe, puisque je vais donner le droit de lire, d'écrire et d'exécution aussi au groupe. Par contre, je ne voudrais pas que les autres puissent avoir accès au fichier. Okay? À ce moment, je mets 0. Et je mets le nom du fichier ici, script, pour changer la permission sur ce fichier-là. Alors regardons la permission à ce moment-là, à nouveau. Comme vous le voyez ici, le propriétaire a le droit de lire, d'écrire, d'exécuter. Le groupe a le droit de lire, d'écrire, d'exécuter. Par contre, les autres n'ont aucun droit. Ok? Alors, on peut faire la même chose aussi sur les répertoires. Changer la permission sur les répertoires, c'est la même chose. Par exemple, ici, docs. Je veux changer la permission sur docs en mettant 7, par exemple, pour dire je donne le droit de lire, d'écrire, d'exécuter sur le répertoire au propriétaire. Ensuite, le droit de lire, d'écrire, d'exécuter au groupe du propriétaire et seulement le droit de lire et d'exécution aux autres. À ce moment, je vais faire chmod. Ok, 7. Droit de lire et d'exécution, c'est lire, d'écrire, 4 plus 2 plus 1, 7.
7 ensuite pour le groupe et 5 pour les autres, puisque je voudrais que les autres aient seulement le droit de lire et d'exécuter le répertoire. Ensuite, suivi du nom de répertoire qui est docs. Ok, donc on peut à nouveau lister les attributs de docs. On voit ce que ça nous donne, comme on le voit ici. Hein, donc la permission a changé, 7 pour le propriétaire, 7 pour le groupe et 5 pour les autres. Ok, alors vous pouvez aussi changer récursivement la permission et sur le répertoire et son contenu. Donc il va en utilisant l'option R ou R en anglais qui veut dire récursif. Ok, si je voulais que cette permission soit récursivement appliquée au répertoire, à ce moment, chmod va appliquer la permission à tout au répertoire, mais aussi bien à tout son contenu. Donc il va descendre dans tous les sous-répertoires et changer la permission de chaque fichier dans ce répertoire. Ok, pour cela, on utilise l'option R. L'option R veut dire récursif. Alors, notez une chose, c'est que si je fais ici, il a essayé, il est parti à l'intérieur de ce fichier, ce répertoire. Si vous lisez le contenu de docs, vous voyez tout simplement qu'il m'a dit ici, vous n'avez pas le droit, ou cette opération que vous essayez de faire n'est pas permise. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de pouvoir appliquer cette permission ici récursivement à ce répertoire. Je suis en train de dire de descendre dans docs et de changer la permission de chaque fichier dans ce répertoire. Maintenant, il me dit que je n'ai pas la possibilité de le faire ou je ne suis pas autorisé à le faire à cause du fait que je ne suis pas le propriétaire de ces fichiers, comme vous le voyez ici. Et .out, ce fichier en tant que tel appartient au root et au groupe root. Donc je ne peux pas changer la permission puisque je ne suis pas le propriétaire de ces fichiers-là. Même chose ici. Ce répertoire appartient à un utilisateur qui n'est plus sur le système et celui-là appartient au root, etc. Donc tous ces fichiers ici et ces répertoires ne m'appartiennent pas. Par conséquent, je ne peux pas changer la permission sur ces fichiers et ces répertoires. Par contre, si c'était mes fichiers à moi, j'aurais pu le faire. Mais cette opération est possible avec le root. Par exemple, je peux utiliser le sudo access ici pour pouvoir faire ce changement. Pourquoi? Parce que seul le root est autorisé à changer des permissions sur des fichiers qui ne lui appartiennent pas. Donc ici, je peux faire ça en tant que root. Donc vous voyez, en tant que root, je peux le faire. Alors maintenant, si je vais dans docs, je peux lister et peux vérifier que la permission sur tous les fichiers ont changé et c'est maintenant 7.7.5. Ok? Alors ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le mode octal, c'est-à-dire tout simplement l'attribution des permissions se font en utilisant des valeurs numériques. Par exemple, ici on a 4 qui est la valeur de read, 2 c'est la valeur de write et 1 c'est la valeur d'exécution. Ok. Maintenant regardons ce qu'on appelle tout simplement le mode UGOA. On va partir dans le fichier. C'était quoi encore? On va lister le contenu du répertoire ici. Ça s'appelle Linux Permission. Ok. On va dans ce fichier là pour regarder ce que j'avais dit. Je vais aller à la fin. Donc comme je l'ai dit ici, symbolique mode. Alors ce mode là, je l'aime bien parce que c'est plus simple à utiliser. Le mode UGOA. Au lieu d'utiliser des valeurs numériques 6, 4, etc. pour exprimer les permissions, vous pouvez utiliser le mode UGOA. Le U, ça représente pour attribuer par exemple des droits d'accès au propriétaire de fichier, vous utilisez U. U, ça veut dire l'utilisateur, user en anglais. Pour attribuer des droits d'accès au groupe, vous utilisez le G, ok, G pour des groupes. Et pour attribuer des droits d'accès aux autres, ou encore en anglais other, O, vous utilisez O. Et, ça veut dire tous ou all. All en anglais veut dire tous. Le tous en général, ça veut dire tout simplement tout le monde sur le système en fait. Le U, le Go, le G, le O, ok. Comme on le dit, le U c'est pour le propriétaire, le G c'est pour le groupe, le O c'est pour les autres, et le A ça concerne tout le monde. Donc c'est la combinaison de ces trois. Ok. Alors maintenant ici dans ce cas, quand on veut ajouter une permission pour un utilisateur donné, pour un groupe donné, par exemple si je veux ajouter une permission pour le propriétaire, j'utilise le symbole plus. Le plus permet d'ajouter des droits d'accès au bloc de permission du propriétaire sans toucher aux autres. Ça c'est la partie la plus intéressante, où on n'a pas besoin de répéter si vous voulez, les permissions pour les autres blocs. Le -s permet de retirer une permission. L'égal permet tout simplement de faire quoi? D'écraser la valeur qui existait déjà et de la remplacer par la nouvelle valeur spécifiée. Alors je vous donne un exemple ici. Cette commande, dans ce cas, le U représente le propriétaire, le plus c'est pour ajouter une permission. R plus W, dans ce cas, permet d'ajouter le droit de lire et d'écrire pour le propriétaire. Ok? Et ensuite, virgule. Et je vais spécifier quel droit il faut ajouter au groupe. Donc le J
le G plus R permet d'ajouter le groupe de lecture, le droit de lecture, pardon, au groupe du propriétaire sur le fichier. Okay? Même chose ici, le groupe -, comme on l'a dit, le -, c'est pour retirer une permission. Le -, permet de retirer la permission d'écriture pour le groupe. Donc, s'ils avaient la permission d'écriture, à ce moment, cette permission d'écriture sera enlevée. D'accord? Ensuite, suivi du nom du fichier. Alors, voyons comment tout cela fonctionne en pratique. Regardons qu'est-ce que nous avons ici. Alors ici, par exemple, docs, ce répertoire, donc comme vous le voyez, le propriétaire a le droit de lire, d'écrire et d'exécution sur le répertoire. Le groupe a le droit de lire et d'exécution. Les autres ont le droit de lire et d'exécution. Par exemple, je vais retirer ici le groupe. Je vais retirer aux autres la permission de lecture et d'exécution. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici G, minus, suivi des permissions que je voudrais enlever à ce groupe-là, aux autres. Non, pardon, je vais parler des autres. Si c'est les autres, c'est O, ok? Je voudrais retirer la permission de lecture et d'exécution aux autres. Donc, je vais mettre O, qui veut dire other, minus RX, comme ça. On va enlever la permission de lecture et d'exécution pour les autres sur le répertoire. Alors, je vais tout simplement mettre quoi? Le nom du répertoire. Et si vous regardez maintenant à nouveau les attributs de docs2, vous allez voir tout simplement que la permission de lecture et d'exécution qui était là a été enlevée. Notez une chose, c'est qu'il n'a pas touché au bloc de permission du groupe et du propriétaire. Ça, c'est l'avantage qu'on a avec le mode UGOA. Si je veux ajouter, par exemple ici, la permission d'écriture pour le groupe, à ce moment, sans toucher les autres permissions, je vais tout simplement faire chmod, groupe CG, plus W, pour ajouter tout simplement la permission d'écriture pour le groupe sur le répertoire. Okay, comme vous le voyez ici. Maintenant, on peut lister et voir qu'effectivement, il a ajouté la permission d'écriture pour le groupe sans toucher aux autres. Il n'a pas touché le bloc de permission pour les autres, etc. Ça, c'est l'avantage qu'on a avec le mode UGOA. Par exemple, si je voudrais donner la permission d'exécution à tout le monde sur ce fichier, donc c'est tout simple. Je peux faire tout simplement chmod A pour dire all, pour tous. Ça veut dire quoi? Le propriétaire, le groupe du propriétaire et les autres vont avoir la permission d'exécution sur ce fichier là qui s'appelle awkscript. Ok, donc on peut le vérifier. D'accord, awk. Vous voyez qu'il a ajouté la permission d'exécution à tout le monde ici comparé à la valeur précédente où les autres n'avaient pas la permission d'exécution. Ok. Alors regardons ce cas là, par exemple, sur le carnet d'adresse ici, j'ai le droit de lire et d'écrire sur ce fichier, le groupe a le droit de lire et d'écrire. Je peux changer ça en disant que, ok, je voudrais que le propriétaire ait exactement le droit de lire, d'écrire et d'exécution. Le groupe va avoir exactement le droit de lire et les autres doivent avoir exactement le droit de lire. Alors, comment faire ça? Je vais tout simplement faire chmod u. À ce moment, je vais mettre égal. Quand on fait égal, ça veut dire tout simplement qu'on voudrait que la permission soit exactement égale à la valeur spécifiée. Et dans ce cas, je vais mettre la valeur spécifiée, ça va être ça. Donc, s'il y avait une valeur différente qui était configurée sur le fichier avant, cette valeur est écrasée et remplacée par la nouvelle valeur que j'ai spécifiée ici. Donc, la nouvelle permission, ça va être à ce moment read write x pour le propriétaire. Maintenant, le groupe et les autres, comme je voudrais que leur permission soit exactement égale à R, voilà ce que je vais faire. Donc, ici, je combine GO pour dire group and other. Ils doivent avoir exactement la permission égale à R. Okay. Ensuite, suivi tout simplement du nom du fichier qui s'appelle carnet d'adresse. Alors, regardons maintenant comment tout cela apparaît. Donc, comme vous le voyez ici, le propriétaire a exactement read write x, le groupe a seulement read et les autres auront seulement R. Alors, comme vous le notez, l'usage du mode symbolique ou encore le UGOA est beaucoup plus simple à utiliser que le mode numérique puisque c'est beaucoup plus compréhensible. Alors, regardons le concept des permissions qu'on appelle les permissions spéciales ou encore les droits d'endossement. Les permissions spéciales sont des permissions qui sont utilisées pour permettre à des utilisateurs de pouvoir endosser l'identité d'un autre utilisateur pour pouvoir exécuter quelque chose. Ici, les droits sont parfois spécifiés, comme on le dit, en 4 chiffres. Vous avez, les permissions sont naturellement exprimées quand il s'agit des permissions en mode Oxtal. On l'a vu, c'est exprimé en 3 chiffres. Vous avez le premier chiffre représente les droits d'accès du propriétaire, le deuxième chiffre représente les droits d'accès du groupe, le troisième représente les droits d'accès des autres. Okay? Les permissions spéciales permettent d'ajouter un 4e bit qui se met juste devant avec ces différentes valeurs. La valeur 4, c'est ce qu'on appelle tout simplement le SUID. Le SUID en anglais veut dire set de bit du UID. Le set de bit du UID, ça veut dire tout simplement qu'on va
permettre, quand le SUID est configuré sur un fichier, cela permet à n'importe quel utilisateur qui exécute le programme de pouvoir utiliser le UID du propriétaire pour pouvoir l'exécuter. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que certains programmes sous Linux sont seulement designés pour être exécutés en tant que root. Alors, pour que le root puisse permettre à d'autres utilisateurs de pouvoir exécuter ces programmes-là sans avoir besoin de privilèges, ce que le root peut faire, c'est de donner le droit d'exécution d'abord sur ces programmes. Ensuite, ce qu'on appelle le SUID bit sur le programme pour permettre à des simples utilisateurs de pouvoir exécuter ces programmes-là en tant que root. Alors, quand le bit du SUID est configuré sur un fichier exécutable, sur un programme, cela permet à l'utilisateur de pouvoir exécuter ce programme en tant que root. Alors, voyons comment tout cela fonctionne. Comme on le dit ici, pour pouvoir set le SUID bit sur un programme, vous allez avoir la valeur 4. La valeur 4, c'est pour configurer le SUID bit sur le programme, suivi de la permission. Donc, on voit ici, dans ce cas, cette permission, c'est set pour le propriétaire, donc il a le droit de lire et d'exécuter. Le groupe du propriétaire a le droit de quoi? De lire et d'exécuter. Et les autres ont le droit de lire et d'exécuter, en plus du SUID bit qui est 7. Si ce SUID bit est 7, donc n'importe qui a le droit d'exécuter ce programme va l'exécuter en tant que avec l'identité du propriétaire. Alors voyons comment tout cela fonctionne. Alors ici, pour bien comprendre ce concept, prenons par exemple la commande chant. Donc vous voyez que la commande chant, si on fait reach ici sur chant, on va le voir dans quelques minutes. La commande chant, c'est la commande qui permet à un utilisateur de changer le propriétaire d'un fichier. Ok? Alors, je ne peux pas, un simple utilisateur ne peut pas changer le propriétaire d'un fichier. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Pour changer le propriétaire d'un fichier, il suffit d'utiliser la commande chant. Let's say, ce fichier m'appartient à moi, Eugène. Est-ce que je ne peux pas changer la permission? Par exemple, si je veux changer le propriétaire et donner la propriété à l'utilisateur sire, voilà comment je le fais, chant sire, suivi de ce fichier-là qui s'appelle mytest.txt. Ok? Si j'essaie de le faire, Linux me dit que cette opération n'est pas permise. Seul le root peut changer le propriétaire du fichier. Alors maintenant, ce qui peut se passer, c'est que le root peut choisir de set ce qu'on appelle le SUID bit sur la commande chant pour me permettre, moi, simple utilisateur, de pouvoir ensuite utiliser cette commande comme le root. Okay? Alors, comment faire pour changer le SUID bit sur le programme? Alors, je connais le chemin complet du programme. Par exemple, ici, là, c'est chant. Okay? Donc, c'est USR bin, ça, c'est le chemin complet de ce programme. Je vais maintenant set le bit du SUID, set le SUID bit sur ce programme. Comment je fais? Je vais mettre, par exemple, ici, il faut respecter, je vais garder la permission qui était déjà dessus. Hein. Ça, il ne faut pas changer la permission. La permission, c'est quoi? User bin chant. Ok? Donc ça, comme vous le voyez, tout le monde a quasiment le droit de lire et d'exécution sur cette commande. Maintenant, je vais ajouter le bit SUID. On a dit le bit SUID, c'est le bit 4. Donc je mets 4 suivi de la permission. Je remets la même permission. La permission de départ, c'était quoi? 7 pour le root. Okay, comme vous l'avez vu, hein, c'est 7 pour le root, read, write, exécution pour le root, puisqu'il appartient au root ici. Et vous avez le droit de lire et d'exécution pour le groupe, et le droit de lire et d'exécution pour les autres. Maintenant, je conserve cette permission. Je vais mettre 4 pour dire que je vais set le SUID bit, suivi de la même permission. Donc, 7, 5, 5, suivi du chemin complet du programme. Bin, chant. OK? Alors, je ne peux pas le faire parce que ça, c'est le root qui doit le faire. C'est normal. Quand j'essaie de le faire en tant que l'utilisateur, je n'ai pas assez d'élévation, de droit pour pouvoir le faire, mais je vais le faire en tant que root en utilisant le sudo. Sudo commande me permet d'exécuter cette commande en tant que root. Vous voyez, si je le fais en tant que root, je le fais. Maintenant, quand vous avez configuré le SUID bit sur un programme, remarquez ce qui se passe sur ce programme. Si vous listez les attributs de ce programme, comme ici par exemple, vous allez voir tout simplement que il y a un petit S qui apparaît ici. Ce petit S, à la place de la permission d'exécution, montre tout simplement que le SUID bit a été configuré sur ce fichier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui a le droit d'exécution sur ce programme va maintenant exécuter ce programme-là en tant que root. Donc, puisqu'en fait, il va utiliser l'identité du root, il va utiliser le UID du root pour pouvoir l'exécuter. Donc, tous les privilèges requis par le root sera à ce moment accordé à cet utilisateur-là pour pouvoir exécuter ce programme. Alors, vous voyez maintenant la conséquence. La raison pour laquelle Linux le souligne en rouge, c'est parce que il considère que c'est dangereux de le faire, en fait, parce que ça peut conduire à des risques de sécurité.
C'est juste pour le démo. Alors, regardons maintenant. Avec ça, je peux maintenant, en tant que l'utilisateur Eugène, utiliser cette commande en tant que root pour changer le propriétaire de ce fichier. Par exemple, je vais maintenant faire change. Je vais donner ça à Sire. Sire qui est un autre utilisateur sur cette machine. Comme vous le voyez, j'ai pu le faire. Alors qu'au départ, je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas changer le propriétaire de ce fichier-là. Okay? Vous voyez maintenant, ça appartient à Sire à cause du SUID bit. Alors, je vais changer le SUID bit. Donc ici, je vais tout simplement remplacer ce SUID par 0 pour l'enlever. Comme vous le voyez ici, il est parti. Ok. Donc ça montre tout simplement que quand vous configurez le SUID bit sur un programme, vous êtes en train de donner l'autorisation à toutes les personnes qui ont le droit d'exécution sur ce programme de pouvoir l'exécuter avec votre identité, en utilisant votre UID. Et donc, par conséquent, toutes les permissions qui vous étaient accordées sera automatiquement accordée à cet utilisateur qui exécute le programme. OK? Alors, la valeur numérique pour le SUID bit est beaucoup plus compliquée à retenir. La meilleure façon de set le SUID bit sur un programme, c'est d'utiliser le mode symbolique. Pour ajouter du SUID bit, le SUID bit sur un programme, il suffit d'utiliser la commande chmod suivie de U, l'utilisateur, plus S. Voilà comment on peut ajouter le SUID bit sur un programme. Donc U pour dire l'utilisateur, on set le SUID pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, c'est le propriétaire. Donc il donne le droit aux autres d'exécuter ce programme comme lui-même. Donc c'est toujours sur le U. U plus S permet de set le SUID bit sur un programme. Voyons si je peux le mettre sur le awk script. Il ne faut jamais le faire sur un programme, sur un fichier simple qui n'est pas un programme, qui n'est pas en fait un script. Alors comment je peux set le SUID bit sur un programme donné, ok, en mode symbolique. Donc vous l'avez vu, ici il apparaît un S ici, donc ça veut dire que le SUID bit a été configuré sur ce programme. Ok. Alors regardons un autre concept qu'on appelle le SGID bit ou encore le bit du groupe. Ok, ça permet d'endosser, c'est pour permettre en fait à quelqu'un qui a les droits de permission sur un fichier ou quelque chose comme ça, de pouvoir l'exécuter en utilisant l'identité du groupe. Ok, d'accord, donc on va voir ici dans Linux Permission, si on va en bas. Donc ici, le bit du SGID, ça veut dire set the GID bit. Ça veut dire configurer le groupe identifiant du groupe sur l'objet. Ça permet d'endosser les droits du groupe propriétaire. Quand un utilisateur crée un fichier dans un dossier dont le SGID bit a été configuré dessus, dont il est membre, le fichier prendra la permission du groupe. Donc tout ce que si le SGID bit est configuré sur un répertoire, si vous êtes membre du groupe, vous créez un fichier dans ce répertoire, automatiquement le fichier que vous créez va appartenir au groupe, va appartenir au même groupe, donc il garde la même identité. Et ça c'est très important puisque ça permet en fait de créer ce qu'on appelle des dossiers de collaboration, où plusieurs utilisateurs partagent des données, des fichiers ensemble, etc. Tout ce que vous créez dans ces répertoires appartiennent aux autres membres du groupe, ce qui permet aux gens de pouvoir modifier des fichiers qui ont été créés par d'autres utilisateurs. Alors vous avez deux modes pour configurer le SGID bit sur un répertoire. Vous avez par exemple en fait la valeur numérique. À ce moment vous mettez 2, suivi de la permission sur le répertoire. Donc ici dans ce cas, en général, ce que les gens font, c'est que une permission de collaboration de ce type-là doit avoir 7 par exemple pour le propriétaire, 7 pour le groupe, puisque vous voulez que tout le monde dans le groupe soit capable de modifier le contenu du répertoire, et 5 pour les autres. Donc le 2, ça permet de configurer le bit du groupe sur le répertoire, qu'on appelle le SGID bit. Alors cette valeur, ça c'est la version numérique, hein, ça c'est la manière numérique pour attribuer la permission au répertoire, mais vous pouvez utiliser le mode symbolique. Le mode symbolique c'est plus simple. Si je veux ajouter le SGID bit sur un répertoire, il me suffit de taper seulement la commande chmod suivi de J pour dire groupe plus S, hein, donc set the byte of the group sur le répertoire. Et cela permet de configurer le SGID bit sur un répertoire donné. Alors voyons comment tout cela fonctionne en pratique. Regardons ici, OpenCV, par exemple ce répertoire. Ok, ce répertoire, par exemple ici, si on regarde la permission sur ce répertoire-là, par exemple. Alors, ce répertoire appartient aux routes et au groupe DevOps. Ok,
Alors maintenant, je vais configurer le bit du groupe, ou encore le SGID bit sur ce répertoire. Je peux le faire de cette façon, comme on l'a dit, le bit SGID bit c'est 2 au lieu de 4. Le 4 c'est pour le SUID, le 2 c'est pour le groupe, le 1 on va le voir c'est pour le sticky bit. Suivi de la permission. La permission c'est 7, 7, donc 7 pour le propriétaire, 7 pour le groupe et 5 pour le reste. Okay? Suivi du projet. Okay? Je ne peux pas le faire, pourquoi? Parce que je suis par route. Pour pouvoir set le SGID bit ici, il faut être root. Donc je vais utiliser le sudo pour pouvoir l'exécuter en tant que root. Comme vous voyez, hein, donc ici, si je fais, je liste les propriétés de projet, OpenCV, maintenant vous allez voir un petit S apparaître sur le bloc d'exécution ici. C'est pour dire tout simplement que le bit du groupe a été activé sur ce répertoire. C'est ce qu'on appelle le SGID bit. C'est lui qui est là. Alors, une fois que le bit du groupe a été activé sur le répertoire, cela permet aux membres de ce groupe de créer des fichiers qui vont automatiquement appartenir au groupe. Donc, comme vous le voyez, comme je l'ai dit précédemment, si on fait groupe, ici, si je tape groupe, ça permet de lister les groupes dans lesquels j'appartiens. Donc, j'appartiens au groupe DevOps. Et ce répertoire appartient aussi au groupe DevOps. Okay? Donc, le groupe du propriétaire, c'est DevOps. Donc, j'ai le droit de lire, d'exécution sur ce répertoire. Qu'est-ce qui se passe si je vais maintenant dans le projet? Okay. Ici, si je crée un fichier, si je fais touch file one, et si je liste le contenu du répertoire, comme vous le voyez, hein, donc ce fichier automatiquement appartient au groupe DevOps. Je crée un fichier, je suis le propriétaire, mais le groupe propriétaire automatiquement a été attribué à quoi? À DevOps. Alors que si le SGID bit n'était pas configuré, ce fichier aurait été attribué automatiquement au groupe Eugène. Okay? Alors, si vous créez un fichier en général, par exemple ici, si je crée un fichier ici, touch test one par exemple, si vous voyez très bien, je suis automatiquement le propriétaire de ce fichier et le fichier appartient automatiquement à mon groupe primaire. Mais par contre, si vous activez le bit du groupe sur un répertoire comme celui-là, tout fichier que vous créez appartiendra automatiquement au groupe. Et donc, Linux va donner la propriété du fichier, le groupe propriétaire, il va le mettre comme étant le groupe par défaut. Ok. Alors, regardons le tout dernier concept, si vous voulez, sur ce qu'on appelle les permissions spéciales. Donc, on va aller à nouveau dans le fichier. C'est le concept de ce qu'on appelle le sticky bit. Ok. Le sticky bit, si vous voulez, le sticky bit, c'est un droit. Quand c'est positionné sur un dossier, il interdit la suppression d'un fichier qui contient à tous les utilisateurs autres que le propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous configurez le sticky bit sur un répertoire, et même si vous avez le droit de modification qui vous donne le droit de supprimer le fichier, vous ne pourrez pas le supprimer, à moins que vous soyez le propriétaire. Alors, c'est ce qui est utilisé avec le répertoire temp par défaut. Hein. Donc, comme vous voyez très bien les attributs du répertoire temp, vous allez voir tout simplement que le sticky bit a été configuré sur le répertoire temp. Donc, n'importe qui peut avoir accès à ce répertoire et ajouter des données et donner le droit aux autres de faire ce qu'ils veulent sur ces fichiers-là. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer ce qui ne vous appartient pas dans le temp. Si vous n'êtes pas le propriétaire d'un fichier, même si vous avez plein de droits, vous avez le droit de modification, de suppression, vous ne pourrez pas supprimer ce fichier-là, à moins que vous soyez le propriétaire. Alors, regardons comment tout cela fonctionne. Donc, je vais le faire en tant que root pour permettre de voir comment ça fonctionne. Ici, bon, je vais le mettre dans le OPT, par exemple. Parce que ça, si je le fais ici, c'est pas bon parce que je suis dans le root. Ok, je suis dans le root ici, là. Je ne devais pas le faire ici, puisque c'est un répertoire qui est partagé. Les autres utilisateurs n'ont pas accès normalement au root, le répertoire de base de root. Bon, je vais le mettre dans le OPT. Je vais aller dans le OPT pour pouvoir le faire. mkdir, je l'appelle ici test underscore sticky. Sticky, ok. Alors, ce qui se passe ici, regardons la permission sur test underscore sticky. Ok. Alors ici, il me donne la permission de lire, d'écrire, etc. Alors ce que je vais faire, quelque chose comme ça, je vais mettre chmod, je vais donner la permission du sticky bit 1, suivi de la permission 777, suivi de test underscore sticky. Ok, donc ça, le 1 devant la permission, 777 ça veut dire que je donne full permission. Donc n'importe qui peut écrire dans ce répertoire, ils peuvent changer le contenu, etc. comme ils le veulent. Mais par contre, à cause du fait que j'ai positionné le bit, le sticky bit sur ce répertoire, vous ne pourrez pas, si vous avez accès à ces fichiers-là, vous ne pouvez pas supprimer les fichiers qui ne vous appartiennent pas, même si vous avez plein de droits. Alors, regardons un peu dans le /opt. Le /opt, en fait, en tant que tel, nous permet de cross et de read. Ok. Alors,
on va aller dans... je vais voir maintenant en tant que jeune. Je vais changer et devenir un jeune ici. Je vais aller dans OPT test sticky. Ok, je peux créer des fichiers ici. Touch file1 par exemple. Ok, donc je suis le propriétaire. Est-ce que je peux supprimer ce fichier là? Of course, je peux le supprimer. Comme vous le voyez, c'est parti. Touch, je vais créer un fichier qui s'appelle file1. Et ensuite, je vais me connecter en tant que sire, un autre utilisateur, et aller dans le OPT sticky. OPT, je vais appeler quoi? Le répertoire s'appelle test sticky. C'est quoi? Je vais l'appeler file2. Comme vous le voyez, on a deux ici. Bon, en tant que sire, maintenant, je vais donner plein de droits à Eugene de faire ce qu'il veut. Je vais donner plein de droits à tout le monde dans sur ce fichier, file2. Alors, on sait que le sticky bit a été configuré. Donc, normalement, s'il n'y avait pas le sticky bit, n'importe qui pouvait supprimer, en fait, ce fichier-là. OK? Maintenant, je vais me connecter en tant que Eugène. On va repartir en tant que Eugène ici. Vous voyez, avec le sticky bit, malgré que j'ai toute la permission sur ce fichier, je ne pourrais pas le supprimer. J'essaie de le supprimer. D'accord? File2, par exemple. Il dit que l'opération n'est pas permise. C'est à cause du sticky bit. OK? Du sticky bit qui a été placé sur le répertoire. Vous voyez que sur ce répertoire-là, tout le monde a plein droit, 777 pour tout le monde. Pourtant, je ne peux pas le supprimer, malgré que j'ai plein droit aussi sur le fichier. Mais c'est à cause du sticky bit. OK? Alors, ça, c'est la version numérique du sticky bit hein, pour configurer le sticky bit sur un répertoire. En mode numérique, vous faites par exemple one, comme on l'a fait, hein, 1 pour des sticky bits, suivi de la permission 777 par exemple. Vous pouvez donner d'autres permissions si vous voulez, mais 777, 7 pour le propriétaire, 7 pour le groupe, 7 pour les autres, pour dire que tout le monde a plein de droits, suivi du répertoire, par exemple ici, OPT, test sticky, on peut le faire comme ça, ça c'est le mode numérique, ou bien il suffit tout simplement d'utiliser le mode qu'on appelle le mode symbolique ou UGOA. Dans le cas du UGOA, il faut simplement faire O, le dire other, plus T. Voilà comment on peut activer le bit sticky sur un répertoire en mode symbolique ou encore en utilisant le UGOA. Vous faites tout simplement chmod O plus T. Le T, ça veut dire sticky bit. C'est pour permettre à ce que on peut avoir accès à tout, mais on ne pourra pas supprimer ce qui ne nous appartient pas. Okay? C'est la même chose. Comme vous le notez ici, ls-ld sur OPT sticky, test sticky. Alors, comme vous le notez, hein, si vous activez le sticky bit sur un répertoire, vous allez le noter par la présence d'un T à la fin. Ce T indique tout simplement que le bit de sticky bit a été activé sur le répertoire. Donc, vous ne pouvez pas supprimer quelque chose qui ne vous appartient pas, même si vous avez plein de droits sur les fichiers qui sont à l'intérieur de ce répertoire. OK? Alors, le tout dernier concept, c'est ce qu'on appelle le concept du UMask. Je vais repartir en tant que... Je vais repartir dans mon compte en tant que jeune. Alors, le UMask, comme on le dit, permet en fait de définir ou en fait de configurer les permissions par défaut sur Linux. Donc, allons dans la note que j'ai écrite ici. Si je vais à la fin, ici, quand vous voyez ici, le concept du UMask. Est-ce que je l'ai mis ici? Ok, je vais le définir. Alors, regardons, si on fait quelque chose comme ça. Si je crée un fichier, touch file1 par exemple, file3, pourquoi pas, et si je fais ls-l suivi de file3, vous notez tout simplement que ce fichier a été créé avec une permission par défaut qui est de read-write pour le propriétaire, read-write pour le groupe, et read pour les autres. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la permission par défaut, c'est 6. Okay? Donc, c'est 6, 6 et 4. Ça, c'est la permission par défaut. Okay? Mais ça, c'est à cause du UMask. Le UMask permet, en fait, de changer la permission par défaut des fichiers qui sont créés. D'accord? Donc, ici, s'il n'y a pas le UMask, donc si vous faites taper la commande UMask, la commande UMask permet de voir quel est le UMask qui a été utilisé sur votre système. Alors, pour comprendre le concept de UMask, c'est très simple. Il faut d'abord comprendre le concept de permission par défaut. Sous Linux, par défaut, tous les fichiers sont accessibles à tout le monde et tous les répertoires sont accessibles à tout le monde par défaut. Maintenant, le UMask a été utilisé pour maintenant restreindre
les permissions sur ces fichiers qui sont créés. Alors, pour comprendre, par exemple, ici, l'effet de umask 002. Ce umask 002, c'est ça qui produit, en fait, ça. Quand vous voyez, le 02 permet d'empêcher aux autres d'avoir, par exemple, en fait, la permission d'écriture ici. Mais si je change ce umask, ça va automatiquement changer la permission par défaut. Alors, pour comprendre l'effet du umask, la première des choses qu'il faut faire, il faut utiliser la commande umask et changer le umask. Je vais complètement annuler le umask. Donc, je vais le mettre à 00, comme ça, donc 00 3 fois. Si vous changez le umask, vous annulez le umask. Plus de umask, qu'est-ce qui va se passer? Si je crée un fichier, vous voyez, par exemple, si je crée un fichier ici que j'appelle file4, par exemple. Okay, ce fichier, regardons maintenant la permission sur ce fichier. File4, qu'est-ce que vous notez? Vous notez tout simplement que le fichier a été créé avec une permission par défaut de 666. Donc, tout le monde a tous les droits. Read, write pour tout le monde. Notez une chose, par défaut, Linux ne donne pas la permission d'exécution pour les fichiers qui sont créés. Mais regardons ce qui se passe pour les répertoires. Si vous créez un répertoire avec ce umask, puisque le umask a été annulé, si vous créez un répertoire, mkdir, suivi d'un répertoire qu'on va appeler test, par exemple, on va appeler test umask, pourquoi pas, umask. Ok, regardons les attributs de test underscore umask. Comme vous le voyez, hein, d'accord, le répertoire à ce moment vient avec la permission 7. Ok, donc on voit très bien l'effet du umask. Le umask permet de modifier ce comportement. Parce que s'il n'y avait pas de umask, tout le monde aurait eu total accès à tous les fichiers du système de Linux, ce qui va créer des sérieux problèmes de sécurité. Et donc par conséquent, le umask est utilisé pour modifier les permissions par défaut sur les fichiers. Alors, il y a une formule. Maintenant, ça dépend de l'objectif. Vous voulez avoir une permission par défaut. Vous devez connaître la permission par défaut. Par exemple, votre permission par défaut, ça doit être par exemple 644. Alors, 644, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire du fichier doit avoir la permission de lire, d'écrire. Le groupe du propriétaire va seulement avoir le droit de lire. Les autres vont avoir seulement le droit de quoi? De lire. Ça, c'est la permission que vous voulez mettre. À ce moment, il faut choisir votre umask à partir de cette formule-là. La formule, c'est tout simple. C'est que votre permission par défaut doit être égale à quoi? Doit être égale à 666 pour les fichiers moins le umask. Ça, c'est la formule qui est utilisée dans le umask. Et le même umask est aussi utilisé automatiquement pour déterminer la permission par défaut sur les répertoires. Si vous choisissez un umask donné, ça affecte automatiquement la permission par défaut sur les répertoires. Et la formule pour les répertoires, c'est tout simple. Sauf que la permission par défaut des répertoires va être égale à quoi? Là, ça va être égal à 777 moins le umask. Voilà la formule qu'il faut utiliser. 777 moins le umask. Voilà la formule qu'il faut utiliser. Alors, regardez. Maintenant, on regarde ce cas-là. Je veux avoir une permission par défaut qui est de 644. Tout en sachant que s'il n'y a pas de umask, ce que je vais avoir, c'est 666. Donc ici, si je veux avoir 644, à ce moment, il me faut utiliser un umask de quoi? Un umask qui est de 022. Okay? Si vous utilisez 022, à ce moment, quelle est l'implication? Vous configurez votre umask pour être 22. Quelle est l'implication si on applique cette formule ici? Cette formule nous dit clairement que pour avoir la permission, si je choisis ce umask, la permission par défaut que je vais obtenir, ça va être égal à ça. C'est 666 minus ce umask que j'ai choisi. Moins 022. Donc si on fait le calcul, on voit très bien que le résultat, hein, la différence entre les deux, ça va être quoi? 644. Et maintenant, quelle va être l'implication au niveau des répertoires? Puisqu'on a dit que si on choisit un umask donné, voilà l'implication. Voilà ce qu'on va obtenir comme permission par défaut pour les répertoires. Donc je peux calculer la permission par défaut que je vais obtenir avec le choix de ce umask. Je fais 777 moins 022. Pardon, 2, 2. Ok? Ça me donne quoi? Ça me donne tout simplement quoi? Je mets ici implication pour les répertoires. Ça, les gens vont bien comprendre. Et ça me donne quoi? Ça va être égal tout simplement à 755. Voilà ce que je vais obtenir. Ok? Alors, appliquons cela. Pour changer le umask, je tape tout simplement umask, suivi du umask que je veux. Je vais changer ça à 022. Ok? Maintenant, regardons ce qui va se passer. Si je crée un autre fichier que j'appelle file5, par exemple, on va aller voir tout de suite que la permission par défaut sur file5 va maintenant être exactement le 644 qu'on a configuré à cause de ce umask qu'on a défini. Puisque si on définit un umask de 022,
La conséquence, c'est que la permission par défaut, ça va être de 644, comme vous l'avez vu ici. Après avoir configuré le umask à 022, j'obtiens exactement ici, quoi, 6, 4, 4 pour ce fichier. Et si je crée un répertoire ici que j'appelle test, par exemple, 6, ok, si je regarde les attributs de test 6, ce que je vais obtenir ici, c'est exactement ce que j'ai obtenu ici. Avec un umask de 022, tout fichier va avoir une permission par défaut de... tout répertoire, pardon, va avoir une permission par défaut de 755, comme vous le voyez ici. C'est 7 pour le propriétaire, 5 pour le groupe et 5 pour le reste. C'est comment changer les propriétaires des fichiers et des répertoires. Comme on l'a vu, pour changer le propriétaire d'un fichier, il faut être root. Si vous n'êtes pas root, vous ne pouvez pas changer le propriétaire d'un fichier. Alors, on va voir comment changer le propriétaire et les groupes des fichiers avec la commande change. Donc ici, si je vais repartir dans ma note, si je vais à la fin de cette note, on voyait ici, pour changer le propriétaire ou le groupe du propriétaire d'un fichier, on utilise la commande change. La commande change permet de changer le propriétaire ou le groupe. Alors, à ce moment, pour changer le propriétaire, il faut être root. Okay? Alors, donc ici, je vais me connecter en tant que root. Regardons qu'est-ce que nous avons ici. Par exemple, ce fichier-là appartient au root et au groupe du root. Je peux changer le propriétaire en tant que root et donner l'attribution, la propriété de ce fichier à Eugène, par exemple. Comment le faire? Je peux tout simplement faire shown, suivi du nom du nouveau propriétaire, qui représente l'utilisateur qui va être le nouveau propriétaire, suivi tout simplement du nom de fichier. Alors, comme vous le voyez ici, hein, ls-l, suivi de myfile. Donc ici, maintenant, le nouveau propriétaire, c'est Eugène. Alors, on peut changer en même temps le propriétaire et le groupe du propriétaire. Par exemple, ici, je peux changer la propriété du groupe, le groupe propriétaire aussi bien que le propriétaire. Donc, je vais dire, je voudrais que ça appartienne à Eugène. Ensuite, je mets 2 points, suivi du groupe propriétaire, le nouveau groupe propriétaire. Je vais le donner au groupe DevOps, suivi tout simplement du nom du fichier. Donc ici, je suis en train de changer le propriétaire. Je garde le propriétaire Eugène et ensuite le nouveau groupe, ça va être DevOps. Comme vous le notez ici, donc ici, le groupe propriétaire maintenant c'est DevOps et Eugène est le nouveau propriétaire. Alors dans certains cas, on pourrait par exemple changer seulement, je veux changer seulement le groupe. Je peux utiliser la commande change aussi pour seulement changer le groupe. Je peux faire quelque chose comme ça. Si je veux seulement changer le groupe avec la commande change, point, pour dire ignore tout simplement le propriétaire, mais change seulement le groupe. Je vais ajouter 6. Je vais mettre, je vais donner je vais attribuer le groupe, pardon, le fichier au groupe sysadmin. Et il me suffit de taper tout simplement le nom du fichier. À ce moment, je suis en train de changer seulement le groupe. Ok, donc à ce moment, le nouveau groupe propriétaire, ça va être sysadmin. Ok, donc ici, si je fais entrer, regardez l'effet ici, sur c'est ls-l, suivi de myfile. Ok, comme vous le voyez, ça appartient maintenant au groupe sysadmin. Ok. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez aussi changer le groupe en utilisant une commande qu'on appelle le change group. Si par exemple, en tant que simple utilisateur, j'appartiens à un groupe donné, je peux changer le groupe d'un fichier qui m'appartient et le donner à mon groupe. Okay. Le root, bien sûr, va aussi être capable de le faire. Par exemple, ici, je peux changer le groupe ownership de ce fichier-là, par exemple, changer le groupe propriétaire et l'attribuer au groupe DevOps en utilisant la commande change group, chgrp, grp qui veut dire groupe, change group, le nouveau groupe, qui va être par exemple DevOps, suivi du nom du fichier qui s'appelle par exemple ici dans ce cas, ce fichier-là, test.api. Vous le voyez, si on liste les attributs de test.api, vous allez voir tout simplement que ce fichier maintenant appartient au groupe DevOps. Alors, notez une chose, c'est que le change group, vous pouvez aussi le faire en tant que simple utilisateur. Par exemple ici, je vais changer, je vais devenir jeune. Ici, par exemple, j'ai plusieurs fichiers. Si on liste les groupes, donc je suis dans le groupe DevOps, etc., Developer and sysadmin. Ok, donc par exemple, ce fichier-là, ce fichier m'appartient, donc je peux donner, c'est-à-dire tout simplement changer le propriétaire, le groupe propriétaire de ce fichier. Je peux le faire en tant que simple utilisateur. Je n'ai pas besoin d'être root pour le faire. Il me suffit de dire change group,
CHGRP pour dire change group, le nom du nouveau groupe, ça c'est, je dois faire partie du groupe pour pouvoir le faire. DevOps suivi tout simplement de quoi? Du nom du fichier qui s'appelle regex par exemple, .txt. Comme vous voyez, j'ai pu changer le groupe propriétaire de ce fichier-là. Donc comme vous le voyez ici, ça appartient maintenant au groupe DevOps. Alors notez tout simplement qu'on peut aussi changer récursivement tous les propriétaires, les propriétaires d'un répertoire en même temps en utilisant l'option récursif, comme ici. Donc je vais changer d'utilisateur et devenir root. Ok, par exemple ici, on avait créé un répertoire dans le EPT qui s'appelait, par exemple, test sticky, pourquoi pas. Ce répertoire, par exemple, en fait, je peux changer le ownership systématiquement de tous les sous-répertoires et de tous les fichiers et l'attribuer à un autre utilisateur. Par exemple, je peux mettre ici change. À ce moment, je vais utiliser l'option capital R pour dire tout simplement qu'il faudra faire le changement de propriétaire récursivement en descendant dans tous les répertoires, les sous-répertoires, etc. En descendant dans tous les sous-répertoires, pardon, ainsi que tous les fichiers. Donc, je vais mettre -A suivi du nouveau nom de propriétaire. Par exemple, je vais dire l'attribuer à Natacha. Natacha encore. Donc ici, récursivement, et je demande de l'appliquer au répertoire OPT test sticky. Pourquoi pas. Vous voyez, si vous allez dans OPT test sticky, vous allez voir que tous les propriétaires, tous les fichiers ont changé de propriétaire. Le nouveau propriétaire maintenant c'est Natacha et le groupe du propriétaire est aussi Natacha. Alors rappelez-vous, le premier ici représente le propriétaire, 2 points suivis du groupe du propriétaire. Si je veux seulement changer le propriétaire, voilà, si je veux seulement changer le propriétaire sans changer le groupe, voilà ce que je fais, je mets ici change, capital R, Natacha. Il va seulement changer le propriétaire des fichiers, d'accord, dans le répertoire OPT test sticky. Mais si je veux seulement changer les groupes, je peux utiliser change pour le faire en mettant un point ici devant comme ça pour les changer seulement le groupe, ou bien je peux directement utiliser la commande change group GRP comme ça récursivement et spécifier le nouveau groupe. Cela permet de changer récursivement le groupe propriétaire de tous les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire, y compris le répertoire lui-même. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.